You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Eh bien bonsoir à tous pour cette deuxième émission de la crèmerie. Comment ça va Tekel? Bah écoute, ça va très bien mon cher Yogo, et toi comment ça va? Parfaitement bien, voilà. Content d'avoir à vous réapprendre des BO. Oui. Certains improbables, voilà. C'est vrai. D'ailleurs, nous avons, et vous le verrez peut-être tout à l'heure, voilà, un login, voilà, qui est dans le coin. Vous aurez peut-être un autre invité aussi Voilà. pour nous présenter leur BO. Absolument. Aujourd'hui, on fait quoi? On fait une émission spéciale proxy parce que oui, dans les cheese, dans les all-in, il y a une catégorie très précise, une catégorie complètement infecte qui s'appelle le proxy. Le proxy, quelque part, c'est un peu l'appellation d'origine contrôlée Ouais. du cheese. C'est un type très spécifique et qu'il ne faut pas confondre avec les autres, sans quoi eh bien, tu vas avoir de graves problèmes en ladder. Non, effectivement, ici, on va partir sur du gros proxy bien sale, des bâtiments de production, des hatcheries, des défenses statiques qui sont utilisées dans le but de l'attaque. Bref, tout ça, ça va être dans cette Et plus émission de encore. la crèmerie SC2. C'est ça. Alors, proxy, déjà. Pour ceux qui n'auraient jamais joué à StarCraft 2, abréviation proxy, proximité, proche, vos bâtiments ne sont pas construits chez vous, mais à côté du point rouge qu'il y a qui clignote sur la carte en général quand vous lancez l'autre en face. Voilà, proche de votre adversaire, histoire d'attaquer le plus rapidement possible. Voilà, donc on avait déjà, il y avait déjà un proxy dans les derniers BO de la crèmerie, c'était en PvP, c'était un PvP. proxy Void Ray, mais là ils seront tous les BO seront ça. proxy. Voilà. Donc c'est refaire un petit coup de cheese parce que visiblement ça a plu. Les gens Oui. étaient contents. Voilà. En plus les gens voilà resub donc c'est absolument Tout à magnifique. Merci, Et Big Fat Kiwi. du coup la prochaine fois on fera de la macro parce qu'il y en a aussi qui étaient là. Ah on va faire de la macro. Attends. On refait une petite dose de proxy. Et c'est une étape à la fois. On a C'est ça. commencé par la base, les fondations, mais avant d'arriver au rez-de-chaussée finalement, eh bien, il faut construire tous les piliers qui vont permettre de vous élever jusqu'à ce stade-là. C'est ça. Et ça va passer par des proxys. Potentiellement, voire même, pourquoi pas une troisième édition sur un autre sujet très agressif. Je t'en parlerai éventuellement. Mais voilà, il y a encore des choses avant de passer à la macro. Et en fait, pour vous donner bonne conscience, et c'est vraiment vrai de Oui. pour de vrai, quasiment par exemple, tous les terrains, les meilleurs terrains de la planète ont quasiment tous commencé en faisant des proxys abusés, t'es réputé pour des cheaters, alors avec soit Flash, Boudoir, MVP, en terrain sur StarCraft 2, ou en France, Marine Lord, les gars étaient réputés Absolument. pour leur proxy. Donc qu'est-ce que ça leur a apporté? Déjà, comme on l'a expliqué un peu la dernière fois, vous vous entraînez à avoir ce combo micro-macro. Vous produisez des unités, il faut un minimum gérer votre base. Alors moins quand il est un proxy que sur les BO qu'on a vu la semaine dernière, mais quand même un peu. Mais surtout, vous travaillez votre optimisation des build orders, votre optimisation de la micro-gestion et à quel moment vous allez apprendre à faire un bon hit and run en tant que Terran? C'est pas au moment où vous avez 200 de pop building qui vous arrivent à la face. C'est pas au moment où vous faites courser par une vachette. Et non. C'est sur des petits proxys où vous Et avez oui. 4-5 marines, 10 airlings arrière en face, tac tac tac. C'est là où vous apprenez en fait à apprendre les vraies dynamiques d'unité. Absolument. Apprendre en fait déjà un peu comme les engagements se passent sur StarCraft 2, et surtout apprendre à les optimiser vraiment au tir près. Et c'est pour ça que ça reste quand même très très intéressant pour débuter le jeu. Ce n'est pas une finalité, mais c'est un passage qui est plutôt intéressant pour en fait pour travailler des détails. C'est un peu comme des joueurs de foot, ils vont pas s'entraîner à faire des matchs où ils vont s'entraîner au tir au but, au tir machin. Voilà. Là c'est comme si vous ne faisiez que des tirs au but. C'est Finalement. Vous êtes devant le gardien, vous n'avez pas eu besoin de traverser le terrain, vous êtes devant le gardien, vous envoyez des ballons. Là, ça vous Absolument. envoie des marines, ça va être ça les proxys, ou dans des oracles, ou des Void Ray, vous verrez, ou d'autres trucs. Il y aura des petites surprises dans les proxys. Absolument. Et vous entraînez donc à micro-jet. Voilà. Tout à fait. Merci à Scooter et King Kong qui ont resub pendant ce temps-là. Ah oui, Du King coup, Kong. est-ce qu'on attaquerait pas le premier BO de la soirée, C'est ça. mon cher Yogo? On va attaquer le premier BO de la soirée qui sera un BO. Je suis en train de m'embrouiller. Zerg contre Protoss. Alors, juste pour venir, avant de partir dedans, comment l'émission va run? On refait 9 BO. 3 par race, donc 1 par match-up dans le jeu. On va un peu mixer. On va pas faire 3 BO Zerg, 3 BO Protoss, 3 BO Terran. On va un peu mixer, on va un peu tout mélanger. Et une fois qu'on aura fini, on se fera un petit combo tartine de la mort. Voilà. Bien sûr. Nous passerons à cette table de jeu avec un setup un peu différent parce que celui-là il pue la merde. Oui. Pour jouer, pour s'exercer et tenter de passer en direct CBO. Voilà. Donc la différence avec la dernière fois, c'est qu'on n'aura pas de first person vote. Voilà, on ne fera que de l'analyse en replay. Mais on jouera à la fin. C'est ça. On aura une phase théorique assez intense, into une phase pratique encore plus intense. Proxy Tumormuqueuse, ça peut marcher. Eh bien oui, ça peut, mais ça n'est pas très utile dans l'idée. Oui. Nous, on va plus être du coup dans un 7VP ici. Donc, C'est ça. quel replay tu nous as pris en premier? Et c'est un petit hero contre Blind, le petit proxy spy. Build order, mon cher Tout à fait. Nico.
le build order, le mouli d'aiguillon, un proxy spine du coup. Donc comme vous le savez, dans le cadre d'un proxy spine, il va vous falloir une hatcherie en proxy, d'où le début qui vous est donné ici, voilà, dès le début de la game. À 12 du coup je suppute, sortir un ouvrier. Ouais, ça on va pouvoir se voir ça tout de suite. Alors bien sûr, tous ces écrans, vous allez pouvoir les retrouver sur les réseaux sociaux gaming. La VOD, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube. Bien tout sûr. est absolument magnifique. Voilà, donc nous pouvons passer in-game, mon cher Nico à la réalisation, bien sûr que non. Salut, voilà. Le BO Proxy, qui est l'un des plus énormes de la planète. Parce que, juste un peu pour replacer ce build order dans son contexte, il fut un temps, après 16 ans de StarCraft, un joueur Nib est arrivé et a gagné en tant que foreigner, a gagné un tournoi en Corée. Tout à fait. Ce qui n'était pas arrivé depuis Et maintenant, 16 ans, la semaine d'après, 4 jours plus tard, il tombe contre cet individu qu'on va avoir là, Bly, fait des proxy hatch, défonce Nib. Nib qui était sur le toit du monde, par un vieil Ukrainien, crocodile de Kiev, comme tu aimes l'appeler, tout à fait, lui passe ce build order là, sorti de nulle part. Legit 100%. Là ici face à Hero, voilà, pareil, le mec. Tous les BO qu'on vous propose là, quelques exceptions près, peuvent être faits au plus haut niveau. Donc legit, légitime. Si jamais vous vous posez la question, du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite du côté du replay? C'est ça. Alors, on va quand même se concentrer sur les. Donc, premier dominant, déjà, c'est toujours un des premiers trucs à envoyer direct à l'autre bout de la carte. Alors, il ne faut jamais en fait cliquer le nexus de votre adversaire, sinon. Vous risquez de l'empaler, mais vous l'envoyez toujours un peu devant parce qu'il va vous aider des fois à voir la vision si vous êtes un petit peu trop loin, voir ce qui se passe. Voilà, c'est toujours la première étape, mais toujours bon de le rappeler. Vous prenez donc l'un de vos premiers ouvriers et vous l'envoyez direct à l'autre bout de la carte pour faire donc une couveuse en proxy à côté de votre adversaire. Donc encore une fois en proximité. C'est ça. Ou la poser. Premier point, si vous la posez en fait directement sur le trajet entre la base de votre adversaire et la vôtre, vous risquez de vous faire scouter si le mec va... Donc le mieux c'est de le faire le plus proche en décalé. Donc ça va être un peu à gauche ou un peu à droite. Là on voit que si on se mettait un peu à gauche, il a la rampe à passer, ça ne serait pas forcément très pratique. C'est ça. Donc en fait on va privilégier le petit spot ici, le petit spot de droite. Puis du coup, le désavantage d'une rampe en fait c'est que vous n'auriez pas la vision sur le terrain supérieur et donc vos spines, donc vos aiguilles que vous voulez poser en proxy ne pourraient pas nécessairement taper sans que vous preniez la vision et donc vous risquiez des unités pour la vision. Et même petit point supplémentaire, même si on peut mettre des tueurs en muqueuse dans les rampes, on ne peut pas y placer les aiguillons. Donc quand vous voulez avancer, si vous vous retrouvez au niveau de la rampe, vous avez une assez longue distance, en fait, vous ne pouvez pas les poser. Tout à fait. Donc tout simplement, vous avez votre couveuse à poser à proximité de la base de votre adversaire, donc ici posé à 16. En fait, c'est un hatch gas pool à peu près standard. Simplement, votre couveuse en premier lieu est posée à côté de la base de votre adversaire. Donc hatch gas pool, hatcherie couveuse, pool c'est le bassin génétique et le gaz, c'est le gaz en fait, tout simplement. Donc alors il y a différentes variantes. L'ouverture la plus macro, ça va être couveuse à 17, gaz à 18, bassin à 18. Là on va plutôt être sur un truc où la couveuse est placée à 17 et puis après le gaz est posé à 17, bassin génétique à 16 parce que bon, faut attaquer. Donc vous ne pouvez pas forcément avoir beaucoup d'économies, donc vous lancez tout un petit peu plus tôt. Et on nous dit que potentiellement le son du jeu est très fort, donc on pourrait peut-être le couper sur replay potentiellement. C'est pas très utile. Allez, on fait comme ça, histoire d'éviter que ça couvre les explications de Yogo. C'est ça. Donc on est en train de partir sur couveuse gaz. Dès que votre gaz est terminé, vous envoyez 3 ouvriers. Vous allez jusqu'à un classique en fait de 19 de population. Tout à fait. Et en fait, j'ai même sauté une petite étape. Tout ce qui est all-in, tout ce qui est proxy, le mieux c'est de cacher l'information et c'est de mitonner votre adversaire. Oui. Donc si vous avez l'APM, vous pouvez rajouter un petit détail qui est de faire semblant de « Ah non, je voulais vraiment poser ma couveuse à 17, avec ta propre tu viens bloquer, vas-y c'est relou ». Ce qui dans le build order et du coup là, fake prise de B2, donc une fausse prise de deuxième base. C'est ça. Donc l'ouvrier est envoyé juste pour faire semblant « Non, tu me bloques et tout », alors qu'en fait elle est bien posée à l'autre bout de la carte. Alors, oui, ça vous coûte des sous. Mais votre adversaire déjà va être content. Ah vas-y, je suis le bloc, ça V2, il est tout fou. Et vous voyez qu'en fait, si la base était là, il aurait immédiatement regardé dans la base principale ce qui se ramait. Là, il est là, il pense qu'il bloque la deuxième base, il est trop content, il veut la bloquer au maximum. Et en fait, du coup, il retarde en fait sa prise d'information, il retarde son ajustement. Et c'est donc un très bon point de la part de Bly. Avec l'ouvrier qui peut faire en plus semblant d'aller sur la troisième base. Alors là, c'est le mytho le plus total, mais c'est Bly les gars. Donc après, vous pouvez l'envoyer, même ce drone, à l'autre bout de la carte. Le but étant d'arriver avec
2-3 ouvriers une fois que la couveuse se termine. Donc à peu près à moitié temps de production, vous pouvez sortir vos ouvriers pour aller proxy. Et l'indication d'un moitié de temps de production, voilà, si vous n'êtes pas un expert, votre couveuse a 1500 points de vie, donc à 750 points de vie, grosso merdo, vous êtes à la moitié. C'est ça. Et ensuite, ça va être en fait très simple. Le petit détail par rapport à une ouverture standard, vous n'avez pas le dominant fait à 19 de population. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez investir des ressources déjà dans des aiguillons, ce qui fait que vous en avez moins à dépenser dans les Zerglings. En faisant des aiguillons, vous allez perdre de la population, donc ça vous en libère. Donc vous allez décaler un tout petit peu la lancée de votre dominant. Et c'est très important parce que le dominant, c'est son minerai, c'est exactement le prix d'un aiguillon. Donc voilà, pour quelqu'un qui va faire un spine attack, ça serait quand même handicapant d'en perdre un. Vous lancez donc votre queen et non pas vos queens. Au début, vous n'allez pas avoir beaucoup de ressources, donc vous en lancez une et vous la lancez à proximité de votre adversaire. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça, Yogo ? Parce que vous êtes sur un proxy. Donc vous voulez défoncer votre adversaire le plus rapidement possible. Et pour, on va dire, 3 raisons, c'est important. 1, vous allez pouvoir balancer vos injections sur la couveuse de proximité, donc avoir des ravitaillements de Zerglings beaucoup plus efficaces. 2, vous allez pouvoir mettre des tueurs muqueuses pour vous permettre d'avancer avec vos aiguillons. Et de 3, la queen elle tape. Voilà. Et carte même, elle peut balancer des transfusions un peu plus tard dans la partie. Et donc créer du tanking. C'est ça. Et le but après, ça va être très simple. Positionner des aiguillons, avancer le plus rapidement possible vers votre adversaire, enchaîner la production de Zerglings pour essayer de le submerger, et enchaîner, si possible, 6 queens qui, au-delà des tueurs muqueuses, une fois qu'elles sont placées, le mec n'a pas de détection à ce moment-là de la game. Elles tapent, elles transfusent et elles peuvent aider contre des ouvertures en fait porte spatiale. Voilà. Il y a toujours un moment où il peut y avoir des unités aériennes et vous avez de l'anti-air en fait au tier 1 très rapide. Voilà, il ne faut absolument pas s'en priver. Ce qui vous évite de gaspiller des ressources dans un spoiler rampant qui aurait été une défense statique anti-aérienne, mais qui aurait été moins efficace peut-être que de poser une nouvelle spine. C'est ça. Ou du coup, un nouvel aiguillon pour taper les bâtiments et les unités Protoss. Et donc le build order il est très simple. Là vous le voyez, la reine vient de sortir. Immédiatement on positionne la tueur muqueuse. On produit des Zerglings à fond les ballons. La vitesse Zergling n'est même pas encore terminée. On a quand même coupé l'économie en gaz. Là il n'y aura pas d'ajout de ouais, je vais économiser du gaz pour faire un tir des cafards ou faire un nid de shank pour pouvoir percer le mur de mon adversaire. Non, vous défoncez le mur de votre adversaire avec des aiguillons. Donc, pas d'investissement de gaz supplémentaire. Le but, c'est d'avoir maximum d'aiguillons, maximum de Zerglings et en fait, vous enchaînez. Tout à fait. Là, après, comme tout all-in, à quel moment vous allez passer ? C'est en mettant du rythme en fait. Plus vous allez mettre un rythme élevé dans la game, plus vous allez avoir de chances de passer, tout simplement parce que vous étiez parti sur une option très agressive, vous allez produire beaucoup d'unités, là où votre adversaire, s'il ne prend pas l'information tout de suite, il a investi par exemple ici dans un Nexus qui ne va lui servir à rien, du coup il se retrouve avec moins de capacité de production. Là on a un portail, là on a un complexe robotique qui est même pas terminé. Donc on peut sortir les unités qu'une par une. Donc plus vous allez aller vite, en fait, plus vous allez accroître l'écart en termes d'unités sur le terrain par rapport à votre adversaire, d'où le fait d'avancer. Donc c'est là où il va falloir bien produire des unités, bien attaquer avec vos aiguillons, toujours les rapprocher le plus possible, et puis optimiser la surface d'attaque de vos Zerglings. Donc là on voit que le choix prioritaire c'était de pousser l'adepte il recule. Donc on va essayer de s'acharner sur le pylône, et cette game finalement ça avère assez facile du côté de chez Blight, tout simplement parce que on a arnaqué Hero. Maintenant, si on ne l'arnaquait pas, comment est-ce qu'il faudrait procéder ? Un peu de la même manière. Juste avancer le plus rapidement possible, essayer de défoncer le mur, juste ne pas spécialement empaler vos Zerglings s'il y a des unités qui sont derrière en train de les tuer, mais défoncer les bâtiments de production quand même le plus rapidement possible. Il faut conserver ces Zerglings, mais pas il faut quand même faire de dommages, donc c'est là où il faut avoir un peu d'expérience et puis trouver le bon rythme. Et par exemple, entre tuer un portail et tuer Néo-cybernétique, quel pourrait être le plus important ? Le portail, c'est un bâtiment de production brute. Maintenant, le Néo-cybernétique, il y a la porte, l'amélioration de porte de transfert qui est dedans. Ça permet aussi de débloquer les trackers, qui est une unité beaucoup plus intéressante que les zélotes. Donc, il y a un choix à faire là-dessus. Et il n'y a pas forcément de réponse simple. Je pourrais vous dire, des fois, il faut mieux taper le portail, des fois, il faut mieux taper le Néo-cybernétique. Ça va dépendre un peu des options. Là, on voit que les aiguillons sont plus à portée de ce bâtiment-là. Et on y va immédiatement. Tout à fait. Ça va être aussi très dépendant du mur qui a été formé par le Protoss avec ces bâtiments. Et notamment, ici, tu l'as dit, on a arnaqué. Mais on a aussi arnaqué un joueur Protoss qui a mis son pylône dans son mur, ce qui est un point de faiblesse manifeste pour ce mur, et du coup ce qui a permis à Bly, en ayant poussé l'adepte, d'aller taper très rapidement le pylône et du coup de désactiver les deux bâtiments. Donc en tant que Protoss, si vous souhaitez déjà
éviter ce genre d'embrouille et de manière générale éviter les cheese zerg, votre pylône vous allez plutôt le placer derrière le mur pour n'avoir que des bâtiments qui ont beaucoup plus de points de vie pour encaisser les dégâts. Et donc le but, si votre adversaire vous a scouté un petit peu, c'est défoncer le wall le plus rapidement possible, essayer de conserver un maximum de zerglings et tenter un run by. Dès que vous avez une brèche, ça va être essayer de rentrer dans la base principale, semer le chaos ici, pendant que les aiguillons sont en train de défoncer l'autre porte, ou potentiellement il y a un Nexus à la défoncer. Si le mec est un peu trop résilient, vous pouvez quand même en fait entrevoir une transition. À partir du moment où vous avez défoncé les bâtiments dans le mur, donc un bâtiment de production, vraisemblablement un bâtiment technologique, et potentiellement le Nexus, et bah derrière vous pouvez lancer peut-être vos drones, poser une seconde base et faire une transition. Si vraiment le mec il est en train de camper comme un enfoiré sur une base. Bah, il me semble d'ailleurs que dans cette game, si on avance un petit peu, Hero arrive à produire pas mal d'immortels et à survivre sur une seule base pendant assez longtemps. Donc c'est effectivement le genre de scénario où là le joueur Protoss, du coup je pense que tu peux nous le mettre un peu moins vite parce que du coup ça va donner un peu la nausée à nos amis. Juste en x2 ça sera amplement suffisant. Mais du coup là on le voit qu'il est en train de produire en urgence des unités, des immortels et des zélotes parce qu'il a perdu son cybernétique, son noyau cybernétique, et du coup il peut produire que ça. Mais du coup là on s'installe du côté de Bly et de l'autre côté Bly il lance des drones, il lance une nouvelle couveuse. Et en fait, si jamais il venait à ne pas passer, ce qui paraît très improbable à ce stade-là, mais s'il venait à pas passer, il aura une transition économique. C'est ça, sachant que vous étendez du mucus absolument partout, donc poser deuxième base ici pour le proto, ça va être un cauchemar, il peut faire la détection, mais s'il fait la détection, c'est-à-dire qu'il fait un observateur, donc un immortel de moins, donc vous allez être un peu plus tranquille chez vous, et ça, vous gagnez du temps. Si vous ne pouvez pas le tuer, vous gagnez du temps. Alors quand est-ce que, enfin, à quel moment vous identifiez que si vous ne pouvez pas passer ou pas, bah déjà c'est un peu l'expérience, hein, vous voyez si le mec a plus ou pas. À une époque, il y avait l'overcharge, donc ça pouvait tuer vos unités, mais au final il y en avait que 2, donc ça disparaissait. Ça disparaissait assez vite. Là, bah, les shield batteries vont faire en sorte que les unités Protoss tiennent plus longtemps. Donc quand c'est immortel, ça devient vraiment intuable. Vous allez donc, si vous décidez d'engager, vous allez donc subir moins de pertes face à un immortel tout seul qui a une poussée temporelle comme il y avait avant. Mais l'immortel va tenir suffisamment longtemps pour que ce soit chiant et que ce soit difficile à tuer. Donc bah voilà, là on avait deux boucliers de batterie, deux portails qui produisent plus le complexe robotique. Ça fait un peu beaucoup. On se contente de tenir. Il refait quand même des zerglings, histoire d'être sûr d'avoir la masse critique pour que si le Protoss il sort, il se fasse défoncer. Il sait qu'avec 20 ouvriers, il est quasiment au même niveau que son adversaire et il a une seconde base qui arrive. Donc il joue à la sécurité. Là, c'est le genre de phase où il faut alterner production unité, production de zerglings. Tout à fait. Et on notera également toujours l'avancée du creep, du mucus, pour permettre au spine de se recaler éventuellement si on trouve une ouverture pour ça. Mais là, effectivement, on est dans une lente agonie de la part du joueur Protoss qui n'a pas vraiment de solution. Bah, une fois que tu as vu ça trop tard. C'est l'agonie en fait. Tu n'es pas mort sur l'attaque, mais tu vas mourir sur la suite. Donc c'était soit le Protoss, il essayait de défendre les aiguillons coûte que coûte, et puis finalement il s'empale. Soit il décide de dire bon, je vais essayer de tenir sur une base et je vois ce que je peux faire. En fait, ce qu'il peut faire, bah, c'est pas grand chose. Oui, quand t'as 4 immortels, les aiguillons, tu te en débarrasses. Mais derrière, bah, en fait, tu es juste beaucoup trop en retard. Le temps de tuer la couveuse, les zerglings qui reviennent ici. Et... En soi, genre, quand on considère le début de la partie, la suite que fait Hero, c'est une des meilleures qu'il aurait pu faire. Là, la problématique dans cette partie notamment, ça a été la sortie complètement inconsidérée. Les immortels notamment qui sont complètement pris au dépourvu au milieu de la pampa par les zerglings. Il n'y a pas de recall, donc de rappel des unités, donc on ne peut rien sauver alors qu'il avait largement l'énergie. Donc il y a eu des erreurs par la suite, mais tout ça, ça a été provoqué par un Bly qui exécute son build order parfaitement. C'est ça, t'as un héros qui est dans l'urgence, il se dit bah, si je rentre chez moi, bah, du coup lui il a une deuxième base, moi j'en ai pas, donc en fait ça me mène à quoi, bah, pas à grand chose dans cette partie. Et bah, du coup vous avez un build order qui est plutôt simple à exécuter au premier abord. Tu fais des aiguillons, tu produis des zerglings en continu, mais qui demande quand même un minimum d'expérience. Parce que c'est pas juste tu produis des unités, tu fais un clic avec, c'est tu produis des aiguillons, il faut les déplacer, les replacer, cibler les bons bâtiments. Est-ce que là j'engage avec mes zerglings? Est-ce que je n'engage pas? Est-ce que je déterre mes aiguillons? Parce qu'il y a aussi il y a pas mal d'estimations en fait dans ce build order, et si effectivement vous sortez vos aiguillons pile au moment où le mec il sort et donc au moment où vous avez perdu l'essentiel de votre dégât par seconde, et ben vous avez des chances de vous faire repousser malgré que vous ayez déjà terminé vos aiguillons en rampant. Voilà, donc un build order sympathique. Et Bly, il a volé, no joke, tous les protos sur la planète. Tous les Coréens que vous voyez en GSL qui ont gagné, il les a tous défoncés au moins une fois. C'est ça.
Au moins une game. Au moins une fois spawn. avec ce BO. C'est l'un des pires de la Terre. Ouais. Il y a eu une période l'année dernière où c'est la psychose. C'était devenu presque la méta dans le match-up et tous les protos sortaient leur probe à vérifier. Ouais. Ce qui fait qu'après, même dans les games qu'ils jouaient normalement, les protos, ils perdaient trop de thunes à vérifier les options. C'est ça, non. C'était effectivement une ambiance paranoïaque pour les joueurs protos à ce moment-là. Alors, avant de passer au BO suivant, on fait comme la dernière fois. Petite question-réponse. Si vous avez des questions sur ce build order, n'hésitez pas à les poser. On a le chat ici sur l'écran, TK là à côté. Donc, même pendant les BO, en fait, vous pouvez les poser. On aura toujours quelqu'un avec le chat à côté. Voilà. Tout à fait. Est-ce que c'est vraiment utile de faire la vitesse Zergling aussitôt? Oui. Déjà, vous avez les ressources. Parce que vous êtes sur le fameux 12 collecteurs, voilà. Donc vous avez beaucoup de thunes, vous avez un peu trop de minerais, donc le gaz c'est bien pour pouvoir utiliser judicieusement vos ressources, parce que voilà, 12 collecteurs encore une fois, hein, tout simplement. Sur le 6 collecteurs, à la limite, il y aurait peut-être pu avoir d'autres variantes où ça n'aurait pas été le cas. On n'avait pas dit qu'Anno s'était invité à l'émission. Mais là, non, pour le coup, vous avez les ressources pour le faire, donc il faut le faire. Parce que le but du jeu, ça paraît simplement être taper le mur de votre adversaire. Ce que tu appelles le mur de votre adversaire, vos aiguillons peuvent le faire. Des Zerglings sans la vitesse pourraient le faire. Mais il y a un moment, si votre adversaire s'avance un peu, il faut pouvoir lui bondir dessus, encercler ses unités pour les tuer rapidement pour éviter qu'il accumule. Ou alors au contraire, s'il s'avance un petit peu mais que vous ne pouvez pas forcément encercler, lui passer dans le dos et puis rentrer dans sa ligne de minerai comme j'ai expliqué un peu plus tôt. Voilà, vous n'avez pas défoncé la B2 de votre adversaire mais vous engouffrez 8 Zerglings dans sa base principale, le chaos, le mec il doit gérer 2 endroits à la fois, c'est la panique. Absolument. Donc, la vitesse Zergling est obligatoire pour la viabilité de ce BO. Voilà. Tout à fait. Pas mal de gens se demandent comment est-ce qu'on défend. Et du coup, la logique est très simple. De toute manière, vous allez sortir votre probe, que ce soit après le pylône ou après la gate, pour aller scouter votre adversaire. Si vous scoutez après le pylône, en fait, il y a une chance que vous interceptiez la construction de la B2. Mais au moment où votre probe elle arrive, son drone est déjà parti pour faire le proxy. Donc, si votre peur c'est ça et que vous ne voyez pas de B2, vous pouvez vous dire ok, j'accepte de perdre un petit peu d'économie et de scouter l'emplacement de proxy. Sur Catalyseur, c'est toujours le même. Je ne sais pas si on a prévu un point sur les autres positions de proxy sur les autres maps, mais de manière générale, pour un proxy Hatchery, vu qu'il faut répondre le creep, vous allez, enfin un proxy couveuse, vous allez aller envoyer votre probe sur votre B3 et éventuellement s'il y a un autre espace de l'autre côté de votre B2, vous l'y envoyez et vous cherchez juste à voir s'il y a une couveuse en cours de construction ou déjà terminée. Et si c'est le cas, vous rajoutez des pylônes dans votre wall, vous rajoutez une robot, vous rajoutez des batteries de boucliers et vous produisez des unités en continu. Et le but ici, c'est de... Si vous perdez votre cyber, de le perdre le moins longtemps possible, de générer les unités les plus bêtes et méchantes qui vont plus vous permettre de contrer. Donc des immortels, des stalkers et des autres. Concrètement, les adeptes sont très peu efficaces dans ce scénario-là. Pour l'avoir essayé, la bouclée de batterie est beaucoup plus intéressante que l'overcharge pour contrer ce all-in-là. Tout simplement parce que l'overcharge, une fois qu'il y a trop de Zerglings, en fait, vous n'avez pas assez de DPS pour tout tuer. Où le gars, il va essayer d'engager, vous êtes obligé de l'utiliser, puis il recule, et finalement, ça ne servait à rien. Les aiguillons, ils tapent, ils sont hors de portée. Alors que le bouclier de batterie, en fait, c'est les aiguillons qui vont taper, et puis au final, le soin qui va compenser derrière. Donc c'est pour ça qu'il y a un effet de surprise qui est un peu plus important maintenant que sur l'ancien patch, mais ça peut passer tout le temps. Si le mec n'a pas compris que vous avez 3 aiguillons en production. Bien sûr, non, si vous le voyez trop tard, vous allez vraisemblablement perdre. C'est effectivement le cas. Une autre question? J'avais des questions. Alors c'est pas faux. 42 qui demandait, j'ai 50 APM, est-ce que je peux tenter ça? Alors déjà, oui, pour 2 raisons. De 1, c'est pas le build order qui demande le plus d'APM, mais ça demande une bonne vision de jeu. Et de 2, ce sont des BO justement qui sont simples, où il y a peu d'actions à faire, qui demandent de la connaissance évidemment, qui demandent de la précision, mais qui ont peu d'action. Et du coup, c'est en se concentrant dessus qu'au final, vous arrivez plus facilement à progresser en termes d'APM, parce que vous allez prendre une certaine routine et vous n'allez pas être en panique. Alors là, je dois poser V3, je dois poser K. Vu qu'il y a peu de choses à penser, au final, vous pouvez vous concentrer sur vos mécaniques de jeu et ça va vous permettre de progresser plus rapidement pour monter plus haut en APM. Les all-in, c'est vraiment un... Alors oui, c'est dans les macro games que vous allez utiliser le plus d'APM. Mais en vrai, c'est dans les all-in que vous commencez à l'obtenir parce que vous allez bosser sur des petites choses que vous allez apprendre à faire. Si vous commencez à apprendre votre micro-gestion plus tard, ça va être au début assez brouillon. Alors, j'ai une question, c'est viable contre terrain? La réponse, elle est non, mais tu verras comment on peut faire tout à l'heure. Très bien. Du coup, des indications. Effectivement, Hugo, par overcharge, je voudrais dire photon overcharge. Photon overcharge, oui, sachant que les canons à photons, c'est nul. Si vous voyez un adversaire qui, au lieu de faire des battery shield, fait des canons à photons,
pouvez déjà l'insulter. En fait, non, vous n'insultez pas votre adversaire, mais il a perdu. C'est Mais nullissime. En fait, les canons vont être derrière les bâtiments, donc vont avoir moins de portée, enfin, ne vont pas avoir la portée sur les spines. Et les spines, donc les aiguillons, leur objectif c'est de taper les bâtiments. Ben oui. À aucun moment elles ne veulent taper les canons. Donc les canons sont une mauvaise idée. Et pareil, avec quelqu'un qui tout à l'heure, pendant que t'expliquais le BO, parlait des opening forge. Les opening forge meurent là-dessus. Parce qu'un opening forge, c'est pour faire un canon Ouais, rush. ouais. Il n'y a pas de B2 chez le joueur Zerg. Vous posez des canons qui sont inefficaces contre un spine rush, donc contre une attaque rapide d'aiguillon. C'est ça. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est vrai, canon à photon, c'est pas terrible. On prend encore une ou deux petites questions vite fait, puis on enchaîne. Il est 19h30, on a quand même de vidéos à faire, les gars. 3 J'étais un spines petit peu seulement long. pour attaquer, on ne Alors- peut pas en faire plus. Faut-il privilégier les zerglings après? C'est ça, il y a un moment où vous n'allez pas avoir les ressources pour tout faire. 3 aiguillons, déjà, c'est bien. Et Ouais. si vous voyez que la game dure, mais que vous avez possibilité de passer, ça peut toujours être sympa de refaire un aiguillon. Maintenant, ça veut dire avoir des drones. Donc, soit vous les sortez, soit vous en produisez. Déjà, si vous avez 3 aiguillons en vie, c'est cool. Ouais. Les phases en fait où vous avez plus d'aiguillons, c'était les phases anciennes justement où il y a quand même un joueur qui décide de défendre avec des canons à photons et du coup vous avez un peu un duel canons à photons contre ouais. aiguillons et là vous en faites plus. Sinon le Zergling va quasiment être rentable. Tout simplement parce qu'en fait, ils vous aident sur la transition et sur l'avancée de la game. Parce que les aiguillons, ils vont avancer, mais c'est un petit peu délicat. Alors que les Zerglings, la masse va se cumuler. Vous allez pouvoir plus facilement encercler votre adversaire. Quand vous allez faire un run-by, il va être beaucoup plus menaçant. Alors que des aiguillons, en transition, au final, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. C'est compliqué. Et du coup, juste pour Extreme qui dit mais il n'y a plus de MSC, avec quoi tu fais ta photon overcharge? Il n'y a plus de photon Justement, overcharge, voilà, c'est ce c'est qu'on ce qu'on disait. explique. Du coup, il faut faire des batteries de boucliers qui sont le nouveau bâtiment qui sont Oui. sortis avec le patch 4.0 et qui sont en fait la nouvelle défense qui remplace le Mothership, donc le noyau de vaisseau mère, n'est-ce pas, ainsi que du coup l'overcharge photonique de son Oui. nom français. C'est ça. Et du coup, voilà, pour ce premier petit à vidéo, le Proxy Spine des enfers, on va enchaîner, voilà, puisqu'on a tout un paquet de build order, on a une to-do list assez immense. Mon cher Cosby, peux-tu nous afficher le BO PVP? Ici, on va être sur le portail salut, bien évidemment, donc qui est, comme l'indique la petite légende, un des fondamentaux de la protosserie. C'est un 4 gate en fait, tout C'est simplement. 4 gates, dont une partie des gates qui vont être posés en proxy, histoire d'avoir des points de warp rapide, puisque vous le savez maintenant sur les Legacy of the Void, il y a des pylônes qui, s'ils ne sont pas près d'un Nexus ou d'un portail en warp portail, vont warper de manière lente, et si vous êtes près d'un Nexus ou d'un portail avec le warp, eh bien vous allez pouvoir warper rapidement. Du coup, je vais me mettre sereinement sur le replay qui va nous ramener également sur Catalyseur ici. C'est ça. De toute façon, le 4 gate, il y a un moment, c'est bien de savoir le faire, même Tout à s'il fait. n'est plus tant que ça à utiliser. Savoir micro-gérer ses unités gateway, c'est là aussi, encore une fois, que vous allez apprendre à le faire. C'est pas dans des macro games de ouf. Il faut savoir le faire avant pour savoir le faire après dans des games. C'est à 32 pop que vous allez apprendre à micro-gérer vos unités, pas à 200. Même si à 200, la micro-gestion est un peu différente aussi. Voilà. Chaque chose en son temps. Alors ici vous le voyez, moi j'ai spawn en bas, je suis Giant Blue et déjà en PVP un wall. Toujours un wall, pourquoi un wall? Parce qu'il peut y avoir des adeptes. Les adeptes passeront à travers les unités, les force fields, donc vous voulez avoir un wall pour pouvoir poser un pylône pour empêcher complètement les adeptes de passer. Je scout chez mon adversaire, en PVP la prise d'information est relativement importante, je vois 2 pylônes, je vois tous les bâtiments qui sont là et notamment le fait qu'il n'a pas fait de wall, donc déjà je me sens relativement bien dans ma partie puisque le mec s'expose à des dégâts, et ici de manière très similaire à ce qu'on a vu en ZVP, on a un proxy quasiment sur emplacement de B3, parce que sur cette map qui est Catalyseur concrètement, ça va être un des meilleurs, si vous amusez à proxy ici. On sait jamais, la probe elle pourrait faire un détour, elle vous voit. Si on proxy là, vous avez à monter une rampe, ce n'est pas très intéressant. Je vais te poser déjà une première question qui vient de Licourt. Tout à fait. On proxy donc un portail. Et il y a Licourt qui demande en fait, peux-tu réexpliquer la vitesse de warp en fait? Pourquoi est-ce que tu proxy le portail en fait? Pourquoi est-ce que tu proxy le portail? Parce que comme vous voyez ici déjà je recherche le Warp Gate sur lequel je vais dépenser beaucoup de chronoboost puisque c'est la seule technologie qui m'intéresse concrètement. Et en fait le Warp Gate vous permet de vous passer de la construction j'ai envie de dire la plus standard historiquement du RTS, c'est mon unité c'est mon bâtiment. Voilà, même les Zerg ils ont ça, ils sortent de la hatchery. Le Protoss peut téléporter ses unités sur le terrain grâce à la technologie qui est ici le Warp Gate. Mais il faut la rechercher. Une fois qu'elle est recherchée, elle va s'appliquer ici sur les portails. Les portails vont donc pouvoir téléporter des unités. Pour téléporter des unités, vous avez besoin d'un pylône. Un pylône qui va avoir un rayon bleu foncé quand il est dans une position où il ne peut faire que des
des warps lents, c'est-à-dire des warps où les unités vont mettre généralement le double de temps à apparaître sur le champ de bataille. Mais une fois que le warp gate sera terminé, si un pylône se trouve à portée d'un portail ou d'un nexus, comme par exemple ici celui-ci il est à portée d'un nexus, et ici on est à portée de 2 gates, et également ici on va être à portée d'une gate, donc d'un portail pardon, les unités qui vont être envoyées à apparaître dans le rayon du pylône vont apparaître 2 fois plus rapidement qu'elles ne l'auraient fait dans un pylône qui aurait été tout seul. Par exemple, si je mets un pylône tout seul ici, les unités vont être très très lentes. Voilà ça. Et le prisme transfert par défaut, lui, il a tout le temps l'option rapide. Tout à fait. Pour le petit détail. Tout à fait, tout à fait. Ici, on est face à un adversaire qui fait un opening qui est normal, entre guillemets, hein, en dehors du fait qu'il fait pas le wall. Il commence par 2 adeptes, il fait une Stargate et il veut faire des Stalkers ensuite avec les ressources qui lui restent. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai ouvert avec 2 Stalkers, ce qui est tout à fait normal aussi, mais surtout, je vois ces adeptes. Du coup, je vais fermer mon mur, comme je vous l'avais annoncé, et je vais tuer ces adeptes parce que je ne veux pas qu'ils restent là. Lui, il voit 4 Stalkers. Il peut avoir une notion de danger, mais c'est pas alarmant non plus de voir 2 Stalkers. Voilà, il n'y a pas non plus une panique qui se crée. Mais le truc qu'il a raté, lui, de son côté, c'est l'information qu'il n'y avait pas un 3e pylône dans ma base. Là, dans ma base, il y a 1 et 2 pylônes, pas plus, parce que le 3e est de l'autre côté de la map, et c'est l'indication que j'ai effectivement, à ce moment-là du jeu, à plus de 3 minutes, un proxy quelque part sur la carte en PVP. Ici vous voyez 2e gate qui est rajoutée, on peut la faire à la maison comme on peut la faire en proxy, c'est vraiment comme vous voyez. Ici j'ai décidé de la faire en proxy pour en fait étendre mon rayon de warp rapide. Ici j'avais un truc relativement court, je mets mon portail en bordure du rayon de ce pylône là, et je pose un pylône ici, ce qui va me permettre de faire apparaître des unités jusqu'ici grâce au warp gate qui est en train de se terminer, comme vous le voyez ici, bien avant mon adversaire. Moi-même je suis en train de le terminer. Et petit point, du coup vu que moi-même je n'ai pas nécessairement pris beaucoup d'informations, j'ai vu des choses relativement normales dans la base de mon adversaire, mais par exemple j'ai pas vu s'il n'y avait pas un 3e pylône dans sa base. Et ben je pose une batterie de bouclier dans la mienne grâce à ce pylône qui est à portée de ma ligne de minerai, parce que du coup si un adepte solitaire arrive ou si un oracle solitaire arrive, mes probes seront très difficiles à tuer avec du coup cet oracle qui en plus ne scoute pas mon proxy. Simple, efficace. Simple et efficace. Le 4 gate que tout le monde aurait rêvé à l'époque de Wings of Liberty. Quoi. Tout à fait. Et ici du coup j'avais 4 stalkers produits en premier lieu avec mes premiers portails, 4 nouveaux stalkers avec le premier wargate, donc 4 nouveaux trackers. Ici je vois une Stargate qui produit un Void Ray, donc bien évidemment une unité qui fait très mal à mes stalkers si elle a le temps de sortir. Donc je vais l'empêcher de sortir en tuant le pylône et en coupant du coup l'énergie dans cette Stargate, dans cette porte spatiale pardon. Et les probes, les sondes vont être retirées de la ligne de minerai pour aider à gérer. Mais comme vous voyez, il n'y a déjà plus qu'un stalker du côté de mon adversaire, c'est déjà trop tard pour lui. Donc est-ce que tu aurais quelle réaction si par exemple le gars était... Je danse même. Oh là 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 là, le mec il danse. Ce qui d'ailleurs me coûte cher. Là après, alors on s'est pas trop attardé sur la micro-gestion, mais en même temps après, la micro-gestion c'est suivant la situation. Après c'est à vous de bien déplacer vos unités, il y a moins de choix que par exemple quand il y avait sur l'attaque avec les aiguillons, voilà, ça dépend des proxys. Mais si ton adversaire était sur une seule base, t'arrives en bas de la rampe, il n'y a pas de 2e base, genre, comment tu fais? C'est quoi ta réaction? Si j'arrive en bas de la rampe et qu'il n'y a pas de 2e base, bah déjà ça veut dire que le mec il est en train de se terrer chez lui pour une raison ou une autre. Cette raison ça peut être qu'il a lui-même un proxy, donc je me fais moi aussi bourrer de l'autre côté. Mais du coup ce qui va être important pour vous c'est d'éventuellement avoir déjà des unités que vous auriez pu mettre en défense pour contrer l'éventuel oracle, parce que comme vous voyez j'ai perdu des preuves sur son oracle au final. Et d'avoir de l'énergie pour un recall. Si vous warpez des unités, si vous faites apparaître des unités en continu de l'autre côté du champ de bataille, tant que vous ne perdez pas ces unités, grâce au sort de rappel de masse du Nexus, qui est juste là et qui coûte 50 d'énergie, vous pouvez envisager de vous dire ok, donc ici il a toutes ses défenses et toutes ses unités, et il est peut-être potentiellement en train de m'attaquer, donc je peux rappeler moi-même mon armée pour me permettre de défendre, et du coup transitionner dans la game. Voilà, donc on a choisi aussi ce proxy parce qu'on en avait déjà fait un qui était finalement un peu plus fun d'une certaine manière avec les Void Rays sur la première scrébée. On pourra revoir les BO sur le YouTube. Donc ce BO va assez vite, mais voilà, c'est le 4 gate standard, c'est bien de savoir le faire. Est-ce que, alors, on avait fait la version proxy 4 gate adept dans l'ancienne crèmerie contre Zerg. Oui. Est-ce que tu pourrais le faire contre Terran et sur quelle variante? Genre s'il y a quelqu'un qui veut juste débuter le jeu et qui dit je vais faire proxy 4 gate pour le match-up, est-ce que tu pourrais le faire contre Terran? Tu peux le faire contre Terran. Tu peux le faire contre Terran. Tu ferais quoi, plutôt Adept ou Stalker?
Le Stalker est plus adapté contre Terran de manière générale, puisque le Stalker est devenu très fort contre Terran, même si de manière générale il l'est moins que début du patch 4.0, mais de manière générale il reste très fort et avec une bonne micro-gestion, vous allez pouvoir vous en sortir. Maintenant, c'est aussi plus risqué contre Terran, puisque votre Protoss en PvP va avoir les mêmes unités que vous allez pouvoir compter les mêmes unités que votre adversaire, alors que le Terran pourrait choisir de faire des cyclones, de faire des maraudeurs, qui sont des unités qui sortent très vite et qui comptent les unités blindées. Donc vous allez devoir sortir une grosse micro-gestion et généralement en faisant ça contre Terran, vous allez aussi avoir largement les sous pour aller chercher un Blink. Et d'ailleurs le BO 4 Gate Blink contre Terran est disponible également sur le YouTube de Gaming. Mais c'est là où ça vous entraîne énormément. Hein. Autant en PVP, vous allez cibler des grosses unités, mais si vous le faites par exemple contre Terran, cibler des marines, faire un bon hit and run, une marine à 5 de portée, le tracker en assist, donc vous avez un portée de marge. C'est là où vous entraînez à être un dieu, hein, et quand vous voyez les ouvertures que font enfin voilà, Zest à son apogée contre Terran, c'était toujours très gourmand, mais c'est parce qu'il était capable de temporiser une grosse sortie marine tank avec 4-5 trackers simplement au milieu de terrain. Ça pourquoi? Parce qu'il sait les micro-gérer à la perfection. Et comment est-ce que tu t'entraînes en faisant ce type d'ouverture où tu ne fais que ça? C'est 2 minutes dans ta partie, tu es déjà en train d'attaquer avec des unités, tu t'entraînes dessus, ça va très vite. Encore une fois, c'est là où on peut rendre légitime le faire, ce type de BO. Vous n'allez pas en faire toute votre vie, sauf si vous n'avez le temps que de faire 3 games par semaine, mais sinon ça vous entraîne vraiment au niveau de la micro. Et effectivement, il y a un moment, à un certain niveau, ça va caper assez vite, puisqu'en fait les builds en PvP notamment se résument à une chose, c'est la prise d'information. Et cette prise d'information, elle est dans la base, pas nécessairement sur l'emplacement du proxy, parce qu'il va manquer un pylône. Voilà. Et s'il manque pas un pylône, c'est-à-dire que votre adversaire a fait un investissement supplémentaire qui rend son proxy, donc son attaque en proximité, moins efficace, donc vous allez tenir plus facilement à partir d'un certain niveau. Si vous avez des questions, c'est le moment avant de passer à un build-up. Voilà, il me de retour aussi. Hein. Je remonte le chat, il me semble pas en avoir vu plus. Alors des fois, c'est ralenti un peu sur les explications. On a 9 BO à faire et tout sera disponible en VOD. Et vous aurez sur les réseaux sociaux ces petits textes. Donc n'hésitez pas à les récupérer ou à revoir l'émission si vous voulez en voir plus en détail. Mais voilà, on enchaîne quand même pas mal. Le book des Cheese Protoss est épais, non. Il est nettement moins que sur Heart of the Swarm ou Wings of Liberty. On peut même dire d'une certaine manière que le rôle de gros cheeser sur Legacy of the Void, c'est plutôt celui de Terran. T'as cru que j'allais dire Zerg? Mais j'aurais pensé Zerg aussi. Non, moi j'aurais tendance à dire Terran. Pour moi, Terran, c'est ceux qui ont le plus de combos possible. Ça veut pas dire qu'ils le font. Parce qu'ils ont des habitudes de jeu. Mais pour moi, c'est ceux qui ont le plus de combos possible de cheese. Tu peux proxy un peu tout n'importe quoi. Tous les bâtiments Terran peuvent être mis n'importe où sur la map. Les airs sont limités, ils ont besoin de mettre une hatchery. Donc c'est assez téléphoné. Et le joueur Protoss doit mettre des pylônes, ce qui téléphone aussi un peu le truc. Oh, puissance Patia. Bien joué pour la crèmerie, mon petit puissance. Jour 4. Quoi? Parce qu'il enchaîne depuis depuis beaucoup trop de jours. À quand les BO pompettes? Pas tout de suite. Mais en tout cas, la prochaine crèmerie, ça sera sur des BO macro. Les BO pompettes, ça pourrait être un truc sacrément drôle, mais il y a une problématique de bannissement de Twitch. Voilà. C'est ça. Merci pour le resub boule de terre. Et ça nous demandait du coup. Donc personnellement je joue Protoss et quand je tombe Protoss contre Protoss, j'ai souvent été victime de rush photon. Et je ne sais pas comment faire pour contrer cela. Généralement le photon rush, donc qui reste un classique mais qui a été toujours de moins en moins viable au fur et à mesure que le temps passait. C'est une information à prendre, donc tu peux comme beaucoup de joueurs Protoss à l'heure actuelle scouter directement après ton pylône ou après ta gate. Si tu scoutes après ta gate, en fait ta probe elle va arriver trop tard. Mais du coup si tu scoutes au pylône, tu verras la forge avant que son premier canon soit posé. Donc tu vas retirer généralement 4 ou 5 probes du minerai. Tu en mets 2 à la poursuite de la première probe que tu vois, de la probe ennemie que tu vois, et 3 pour taper le canon, ce qui va être un DPS suffisant pour l'empêcher de se terminer. Et tu vas chrono-booster des unités évidemment. Et le but en fait c'est de tuer le plus vite possible ces premières probes pour éviter qu'elles posent trop de canons dans ta base. Voilà, l'horreur du PvP et les canons. En tout cas on va pouvoir enchaîner, voilà, pas plus de questions sur ce builder là. Nous allons passer à de la terranerie. Tout à fait. Petit builder 2, alors que je ne me plante pas. TVZ à venir, voilà. Absolument, un build TVZ, si tu peux nous l'afficher mon petit Cosby, ce serait fort aimable de ta part. Cosby. Oui, le BO TVZ.
Et si tu pouvais arrêter de snapchatter, ce serait pas mal. Merci. Parfait, c'est l'avant-dernier. T'as pas d'excuses. T'as TVZ2. Ah, on va commencer par le 2. C'est TVZ normal, c'est le petit que tu m'avais envoyé. Ouais. Très bien. Fais honneur, Imro. Voilà. Alors là, je dois avoir un look grand. Ouais, non, mais c'est ça, on dirait le petit daron là qui fait ses cours de cuisine du samedi soir. Voilà. Je t'explique, je vais t'enculer quand on va faire les games. Wow. Alors, l'introduction d'Imre, ça, oh là là, oh là là. Donc voilà, nous allons passer tome de 80. Petit build order. Terran, je te laisse l'introduire, mon cher Imre. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire simple puisqu'il fallait faire efficace inspiration. Voilà, directement tirer des WSS puisque ça a été utilisé. Oh mon dieu. Aux IEM Shanghai en 2016 par Thermal. Le problème, c'est que je peux pas montrer la VOD. Les casteurs anglais n'avaient pas fini d'introduire les joueurs, que la game était finie. Alors, pour ceux qui ne croiraient pas à ça et qui penseraient que Imre serait parti, regardez la taille de l'asset du BO. Bah ouais, on m'a 1, dit. 2, 3, 4, 5 lignes, les mecs. 5 lignes pour un build order que je n'ai pas contré depuis 4 ans, au moins. Mais c'est ça. Pour tous ceux qui se demandent, voilà, Imre, il paraît qu'il joue au moins à StarCraft 2, comment il va faire pour battre Yogo comme ça, peut-être avec un build order très simple. On va faire un seul LCV, mais on va pouvoir passer directement dans les replays. J'aurai 2 petits replays avec des situations différentes à montrer. Ah oui. Alors, le plus important, c'est que l'on prend l'un des premiers LCV. Genre, là, ce SCV qui part, il n'a pas récupéré le moins de carré de minerai. Il doit partir tout de suite. On en fait un seul de plus. Comme une fourmilière. Lui, il a On une est à tâche. 13, c'est bon, c'est fini. J'ai arrêté. On Alors aurait là- pu le BO 13, tu sais, du chiffre 13. Voilà, donc on envoie ensuite Voilà. rapidement après. J'ai pas encore les timings exacts, mais au final, c'est pas essentiel dans le BO. Tu vois, un deuxième SCV puis un troisième, ça va varier selon les cartes. Et ici, je me suis dit que j'allais proxy dans sa B3. Pourquoi? Les Overlords. Oui. L'Overlord numéro 1, il va aller dans ma main, donc il fait un tout droit comme ça. Oui. Numéro 2, normalement, il va sur ma B2, il fait un tout droit comme ça. Donc là, je ne suis pas vu. Alors le problème, c'est qu'il m'a vu dans cette game. Il y aura toujours une part d'aléatoire, mais en fait, il faut toujours jouer. Alors, par défaut, si vous êtes en ladder, jouez toujours la statistique, l'endroit le plus improbable où vous allez faire scouter. À niveau professionnel, les gars, si c'est le plus improbable, donc je vais le scouter. Voilà, il y a le main game, Ouais, mais non, mais- par défaut, les stats. Voilà, et puis après, tu regardes les 5 dernières aires sur une map, comment ils envoient leurs Overlords et t'essayes de t'adapter. Ouais. Du coup, on fait des racks. Dès qu'on a le minerai, c'est simple, hein, 152 minerais, une rax. On a envoyé 3 ICV, on fait 3 racks. Jusque-là, c'est simple. C'est ce bâtard qui va me scouter? Le non-respect pour Non, les mais en fait, victimes du ladder. Faut savoir que j'étais en non-ranked et que j'ai donné au moins 20 victoires en attendant de tomber sur un Protoss. Ah ouais, il m'a scouté vite en plus. Du coup, quand on a fini la première axe, enfin marine, on va faire que des marines. De toute façon, on a fini de faire des cives, je vous l'ai dit. Et on fait une 4ème axe. Pour ça qu'il y en a 4. Et qu'on a envoyé seulement 3 ICV. Et quand on a fini la 2ème axe, on fait un dépôt. Très important ce dépôt, déjà il va nous permettre de produire des unités. Et en plus, il va nous permettre d'avoir le signal sur le moment où attaquer. Alors, bon, dans cette game, je vais être un peu bousculé par mon adversaire, voilà, qui en plus avait commencé par faire une pull first, donc le mec avait le bon BO déjà, et qui là arrive. Bon, les racks là c'est pas ultra bien passé, mais au fond on va pouvoir kiter assez facilement, on remettrait les CV devant. Voilà, c'est de la petite micro-marine et CV. En même temps, ça fait 7 ans que les Terrans font ça. Vous aurez moult exemples dans n'importe quel game. Et donc là, mon deuxième dépôt est fini. J'attaque. Et je produis des marines. Bon, je me dis... Là, c'est le moment où je me dis que c'est la merde quand même. Parce que je Le vois mec que- est diamant hein, en face. C'est ça, hein. je vois la question de j'arrive. Est-ce que tu fais un bunker? Ah non. Pourquoi? Bah là, on regarde mon minerai. Il n'y a pas de thune. Ce BO, il n'a pas En fait, de là, bunker à faire. J'ai même pas la thune normalement pour faire un dépôt supplémentaire. Bon, du coup, là, on prend la fight, on va essayer de trade, perdre les civils, c'est pas grave, de toute façon, on veut pas faire de bunker. Par contre, faut pas perdre marine. Donc là, en fait, l'échange est super bon. On regarde, 2 civils. Bon, du coup, je me suis dit, ouais, je vais monter la rampe et gagner la game. Oh, il y avait une spine. C'est ça. Pourquoi tu dis monter la rampe à gagner? Pourquoi est-ce que par défaut tu dis tu t'attardes pas sur la B2? Alors, Tu t'en contentes pas. la B2, en fait, le but, c'est d'aller tuer d'accord. tous ces drones. Donc, la B2, le seul moyen de la tuer, c'est si vous voyez qu'elle gigote et qu'elle est en train de faire une queen. Si elle fait une queen, vous restez avec, comme ça t'interceptes la queen à la Sinon, sortie. le gars planque des choses dans sa base principale. Mais voilà, sinon, sinon, de toute façon, faut aller dans la main. Donc là, je continue de trade. Et le mec est diamant, hein, pour ceux qui se posent. Bon, forcément, il y a un peu d'écart de niveau, mais après, la micro-marine, c'est pas le truc le plus dur du monde non plus. Hein. Surtout quand ils ont pas le steam et qu'il n'y a pas de bending en face. Là, tu fais littéralement F2 et tu cliques droit. Bon, tu kites. Ça aurait été mieux de pas perdre José ici. Mais je perds qu'un seul marine.
Puis vous vous dites, il est en train de faire une deuxième spine. Bon, je vais avoir un peu de chance dans cette game. Mais du coup, là, je suis en train d'accumuler. En fait, comme il y a une spine, je vais accumuler. L'idée, c'est qu'avec mes 4 axes, j'ai beaucoup plus de capacité de production que l'adversaire. Oui, j'avais aussi coincé un de mes marines. Ce sont les aléas du. Ouais, du les pitch, aléas, gens, ben, je savais pas où mettre mes rings, tu vois, et je macro pas très bien. Alors j'ai dû faire un dépôt supplémentaire. Normalement, t'as pas, mais tu trades. Et là, bah, je suis monté. Puis en fait, bah, il y a beaucoup. Il y a beau avoir un aiguillon, il y a juste trop de Coco. DPS, comme vous le voyez. Bon, s'il sort tous ses drones, il peut peut-être tenir. Ah, mais le truc, c'est qu'il a 15 drones. Est-ce C'est-à-dire. qu'il y a une situation où tu dis, toi, tu sortais ici parce que peut-être il peut sortir ses drones. Alors, il y a quasiment jamais. Rage-quit, bien sûr, de mon adversaire. Il y a quasiment jamais de situation où tu vas sortir tes CV dans le sens. Tu as à peine assez de CV pour produire tes marines 4x4. Ouais. À partir de ce moment-là, c'est quasiment tout le temps plus rentable de produire des marines. C'est ça. Ouais, pour la seule expérience que j'ai des gens qui sortent les CV, c'est. Des fois, tu as peut-être fait un run-by de Zerling pour X raison, le mec a perdu un peu de CV, son ligne l'envoie tout, ou alors il voit que les aiguillons commencent en construction au haut de la rampe, il y en a 3, il peut passer juste avec les marines et puis il se dit j'envoie tout, mais comme tu souvent le mieux, faites des marines, faites plus de marines. Il y a un moment, vous avez quasiment one shot en fait. En fait, j'ai 13 SCV, si je les ramène, j'ai quasiment le temps de faire 8 marines le temps qu'ils soient opérationnels. Bah, je préfère avoir 8 marines que 13 SCV tous les jours dans mon fight. Alors, si vous avez des questions, je les prends sur le chat, mais nous allons voir un. Deuxième exemple où bah là je vais galérer un peu parce que le mec va me drone scout ultra vite. J'ai vraiment pas eu de chance, ils m'ont tous coté ces bâtards. Ah, il y a Sebafo 42 qui doit. La question est pertinente. Est-ce que ça marche contre Protoss? Est-ce que ça marche contre Alors, du coup, l'idée sur les BO Terran, c'est que le BO TVZ marche dans les 3 races. Et le BO TVP marchera aussi contre Terran. Mais du coup, oui, ça marche contre Protoss et aussi contre Terran. Voilà. Et c'est toujours le même principe. Tu attaques après le deuxième dépôt. Contre Protoss, il faut focus les pylônes qui alimentent les bâtiments de production en priorité. Et contre Terran, bah, tu tues tout. En fait, Terran, c'est très kit ou double. Soit il a fait des unités, soit il est un peu greedy. Et t'arrives, t'as 6 marines, 3 CV. Et lui, il a un Reaper. C'est ça. Je vois une petite question là, juste sur la game précédente. C'est. Vas-y, mets pause vite fait comme ça. On va bah, on va ralentir. Juste un petit P. Bon, là, il est venu sortir avec des drones. Du coup, c'est un peu chiant. Faut micro un peu. Je vais pas très bien micro, hein. Mais normalement, si tu positionnes bien tes bâtiments. Là, je cours avec mon marine. En fait, le but, c'est de sortir les autres et de finir mes racks. Je vous l'ai dit, hein, les civils, c'est pas très important. Donc, on court, on micro. À partir du moment en fait votre adversaire sort ses drones, il fait tomber son économie. Donc c'est pas 100% rentable pour lui. C'est ça. Et là, du coup, bon, on va trade. Et ensuite, c'est la même chose. Hein. Tu fais des marines. Et en fait, ça repose purement sur le concept que tu vas outprendre le mec. Et surtout, quand je suis là, je campe la moitié de sa production. Tous les Zerglings qui sont là, ils servent à rien. Bon, du coup, faut sortir un peu les drones ensuite sur un micro. Quand il sort les drones, on kite. Et n'hésitez pas pour le hit and run. Alors, c'est tout simple. Moi, je fais un clic droit derrière. Puis ensuite, je fais un clic en attaque derrière moi. Donc une commande d'attaque, et quand ça c'est fait, mes marines se fait tirer. Quand ils ont fini de tirer, je refais un clic droit. Là, il m'a clear, m'envoie, il est passé à 9 drones. Et moi, je fais des marines 4x4. Voilà, donc juste la capacité de production supplémentaire. Alors moi, je vois 2 points là-dessus. Juste pour préciser, le hit and run, si votre adversaire a plus d'unités et qu'il vous charge, vous faites un hit and run défensif, vous reculez. Et vous ne ciblez pas les unités, vous vous contentez de reculer pour l'attirer loin de chez lui, et en général dans la direction de votre caserne, enfin de vos casernes, donc dans la direction de votre production. Si vous finissez un peu et qu'il n'y a plus beaucoup d'unités des deux côtés, ben on l'a vu à la fin quand tu te fais encercler, vous essayez de cibler des drones ou des Zerglings, mais vous ciblez des unités pour les rendre efficaces autant possible. Et si votre adversaire fait essaie d'attaquer qu'il n'a pas assez, il y a 2 solutions. Soit vous ne touchez à rien et vous laissez tous tirer, sinon vous pouvez faire un tenor offensif pour l'empêcher de reculer. C'est ça, c'est important quand tu vas chercher les queens notamment, mais de manière générale on ne cible pas. Là c'est vraiment le hit and run pour... En fait, le principe de base, le Zerg n'a que des unités de mêlée, que ça soit... Revient sur nous, Cosby. Il y avait une petite question, comment ça se serait passé sur la première game, vu que le gars fait pull first, si il avait envoyé direct ses 6 Zerglings en contre-attaque chez toi? Bah, si tu micro ta vie avec tes civils, t'as pas trop le choix malheureusement. Après 13 civils contre 6 Zerglings, honnêtement t'es censé... Enfin t'en as 10 contre 6, tu peux t'en sortir. Le truc c'est que si tu lui tues, tu vas... Normalement tu le tues en fait, parce que lui il a 6 Zerglings chez toi, mais toi t'as 5 marines plus 4 en production. Parce que pour StarCraft 2, c'est un jeu à économie limitée, donc si votre adversaire a quelque chose à un endroit, ça veut dire qu'il n'en a pas un autre. C'est-à-dire que s'il met 6 Zerglings en attaque, il n'en a pas 6 en défense, donc déjà potentiellement vos Zerglings vont faire plus de dommages, mais de 2. S'il a fait des Zerglings suffisamment tôt
pour que tu ne puisses pas les intercepter. C'est-à-dire qu'il a fait un bassin génétique en premier. Ça veut dire qu'il n'a pas fait de couveuse en premier, donc il a moins de larves, donc encore moins de capacité de production vis-à-vis de ton de tes 4 Mais clairement, c'est pas le pire move du Zerg d'aller contre-attaquer. Et là, faut savoir micro avec des civis qui va bon. Il faudra peut-être l'objet d'un tuto, c'est un peu, enfin, il y a un peu de technique quand même là-dessus. Ça devient technique, mais voilà, c'est là où on s'entraîne. On parlait vraiment faire du hit and run basique avec des marines, et t'es dans l'optique d'accumuler en fait et de gratter, on continue. C'est ça, alors je regarde si vous avez d'autres questions sur ce petit build order qui fait partie des grandes bases. Alors là, pour le coup, ça reste aussi très limité, il y a moins de mécanique, je dirais que sur la version 4Gate Protoss, il faut voir des unités, donc faut changer l'écran. Là, c'est vraiment... Tu produis des unités et tu fais ton hit and run, c'est la toute base, mais en même temps. Je pense que c'est le BO le plus fort des 9. Hein. Ah bon, peut-être pas, mais non, mais honnêtement, en fait, là, on parle. Enfin, c'est comme pour le BO que tu nous as montré en ZVP, on parle de BO viable à niveau professionnel. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a des conditions pour lesquelles que ça marche et que vous ne gagnerez pas 100% de vos games en faisant ce type de BO, mais. Tu peux monter très haut. Puis voilà, franchement, en Proxy Rax Zerg, depuis 2010, c'est RPZ quoi. Et si on te banning bust? Ah non, mais il n'y a jamais de banning. Voilà. Vous attaquez trop tôt les mecs. Le mec il a même pas son speed league. Il n'a même pas lancé l'amélioration. À quel moment il y a des banlings? À aucun moment. S'il a des banlings, c'est deux solutions. Un, vous avez fait de la merde et du coup vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même et essayer de faire mieux la prochaine fois. Deux, le mec qui va arriver avec 2 bennes, vous allez avoir 40 marines, sans même cliquer dessus à la bionne, vous allez gagner. Ouais, alors je vais juste vous donner le timing à laquelle j'attaque normalement. Celui sur lequel je suis sur la baie, là de mon adversaire Zerg, qui est un poil à la bourre parce que je suis nul. Vous allez plus vite. Mais je pense qu'à 2 minutes 20. C'est ça, Carbog qui dit là, un peu le classique du chat, après leur mode troll. Et si sur des Broodlords, c'est un peu ça des fois qu'on entend souvent. Tu meurs sur un Pochadel, pourquoi t'as pas fait Broodlord? En fait, c'est un peu ça, t'as pas le temps. 2 minutes 20, si je me trompe pas, même si le mec fait une base Benling, t'attaques avant lui. Mais 2 minutes, c'est bon. Là, le gars il a fait pull first, il a. Voilà. Le speed est même s'il faisait un. Alors, s'il décidait de faire le BOZZ 13-12. À la limite, ça pourrait être gênant. Et encore, vu qu'il a peu de larves, 6 rats, il est mort. Mais là, en fait, s'il y a des bendlings, malheureusement, je vais vous dire, il y a un seul truc à faire. Mais ce truc va 100% vous gagner la game. Faut les cliquer. C'est ça. C'est parce qu'il y en aura 3. Le mec aura investi énormément de ressources. C'est-à-dire, il aura dépensé un drone, un banning nest, soit 152 minerais, 52 gaz, et fait des bendlings qui lui coûtent chacun 25 de minerais, 25 de gaz. Donc le mec a mis 300 pour avoir 3 bendlings. Tu lui les cliques, les trucs ont moins de PV qu'un Zergling. Bah, il perd. It's over les gars, donc c'est ça. Toutes les situations en fait quasiment vous pouvez les surmonter par de la micro-légion. Et c'est pour ça que c'est des ouvertures intéressantes. Je vois la question, enfin c'est un peu la même, est-ce que le gars a le temps de faire rush Cafard? Non, c'est un peu la même. Pour le coup, Cafard sur une base c'est la meilleure réponse pour le Zerg, mais si il vous a scouté, genre scouté avec un drone tout de suite, bon là vous avez perdu. Voilà, enfin on peut pas micro avec des marines contre des Cafards. Et question utilisable en TVT, alors tu l'avais dit, il est viable dans tous les match-up, mais c'était surtout comprable et utilisable un peu comment du coup? Du coup en TVT, bah en fait tu t'attaques au même timing, et tu montes et tu bourres. L'idée c'est que la plupart des BO TVT ont très peu d'unités en début de game. Faut arriver à l'empêcher de finir sa facto. Genre si le mec fait un cyclone, t'es un peu dans la merde parce qu'il va le réparer et t'auras perdu. Par contre t'attaques normalement avant, donc tout va bien. Et en TVP, je l'ai dit, tu focus les pylônes. Enfin, bien entendu, tu te bats contre les unités adverses, mais tu focuses les pylônes. Maintenant, moi, je vous présenterai d'autres all-in avec des bâtiments à proximité de la base adverse dans ces 2 match-up et qui seront plus dédiés. Mais celui-là fonctionne très bien dans les 3 match-up. Je suis à peu près sûr que quelqu'un qui tryhard peut être GM en faisant que ça tout le temps. Il y en a qui sont vraiment nuls et qui sont en GM juste avec des villes comme ça. Alors je prends juste une dernière question avant de passer au break, mais qui a un peu plus ou moins combien un drone, un ouvrier récolte et quel est l'impact dans les parties? Alors, un ouvrier c'est toujours à peu près 40 de minerais par minute. Et l'impact en fait on le voit dans la... Mais attends, mais c'est là où tu vois que le BO est génialissime. Un marine ça prend à peu près 25 secondes à être créé. Donc on produit 8 marines par minute. 400 de minerais. On a 10 ouvriers qui récoltent 42 minerais par minute. La perfection du truc. Waouh! Voilà. Et c'est aussi pour ça que votre adversaire, quand on le voit, des fois sortir des drones, et ce qu'on a vu sur la partie sur Odyssey, il sort 8 drones.
Ah, mais le 8 mec. fois 4, je vais pas faire les maths, mais ça fait beaucoup. Voilà, ça Ouais, fait et le beaucoup mec a de full. numérique En qui fait, le type, s'il sort les drones, qu'il ne vous reboot pas, vous avez quasiment gagné. Parce C'est ça. que le concept du BO, au fond, au-delà de. Il y a deux concepts. Il y a les marines vont outrange toutes les unités Zerg, sauf les queens, mais il n'y a pas assez de DPS, donc tu grattes. Ouais. Et deux, tu outproduis le Zerg. Donc à un moment, il y a trop. En fait, tu vas pas tuer avec tes 4 premiers marines, mais tu vas tuer parce que tes 4 premiers marines font un peu de dégâts. Qu'après, ils sont 8, 12, 16. Et là, tout d'un coup, il y a trop. C'est ça. Donc voilà. Proxyrax pour vous entraîner sur la micro-gestion marine, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ça reste un bon petit cheese en fer. Nous, on va faire une petite pause avant de se retrouver sur les 2 tiers restants. Même pas en fait, les 2 tiers des build order, mais on aura la deuxième partie de l'émission où on jouera, on fait tous les Il va match-ups. perdre. Et je rappelle. Calme-toi, Emre, j'aurai mes raccourcis cette fois-ci. Quand tu vas le faire tomber, par rapport à la c'est dernière fois, on ne fait pas tous les BO Zerg, tous les BO Terran, tous les BO Protoss à la suite. On va Bah, alterner, on mixe pour qu'il y en ait pour tout C'est le ça. monde. Et Donc voilà, vas-y. La petite feuille nous dit qu'on arrive du coup sur le ZVT, le PVT et le TVT. Voilà. Les 3 prochains BO, c'est juste après la pause. À tout de suite.